bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Deuxième temps de cette soirée climat, capitalisme et justice sociale. Nous allons tenter de discuter, enfin surtout nos intervenants vont tenter de discuter d'une problématique que j'ai essayé de formuler ainsi. Comment penser la critique du capitalisme, comment penser même la sortie du capitalisme, tout en agissant avec celles et ceux qui disent « nous sommes la nature qui se défend ». Et pour cela, je vous présente rapidement Jason Moore, qui est là avec nous ce soir. Donc Jason Moore est historien et sociologue, coordinateur d'un réseau de recherche sur l'écologie monde. On va parler de ce concept dans un instant. Auteur d'un livre qui n'a pas été traduit en français à ma connaissance, qui est Capitalism in the Web of Life, donc le capitalisme dans le tissu du vivant, dans le tissu de la vie, dans les réseaux de la vie, et d'un livre qui, lui, a été traduit en français, Comment notre monde est devenu cheap, une histoire inquiète de l'humanité. Et donc, pour discuter avec lui, Geneviève Azam nous a rejoint. Alors, bien sûr, les militantes et les militants d'Attaque connaissent très bien Geneviève. Je vais néanmoins la présenter pour celles et ceux qui sont nouveaux dans cet espace. Donc, Geneviève est chercheuse, a longtemps enseigné l'économie, mais ne souhaite plus se présenter comme économiste aujourd'hui. Militante à Attaque, porte-parole également pendant tout un moment d'Attaque, et je dirais surtout aujourd'hui, il me semble, très impliquée dans les réflexions et les mobilisations autour de la justice climatique et à l'intersection de cet espace d'intersection entre féminisme, justice climatique, anticapitalisme. Geneviève Azam a écrit plein de livres, récemment Le temps du monde fini, également Osons rester humains, les impasses de la toute-puissance, et à la rentrée publie un nouveau livre, Lettres à la Terre. Alors je cite tous les titres de ces livres parce que je pense que les enjeux de terminologie, comment on nomme les mots que l'on veut combattre, sont importants à vos yeux, à tous les deux. Et c'est d'ailleurs sur la question des termes et de nommer les choses qu'on va commencer cette discussion. On parlait de la question des terminologies. Je vais commencer avec Jason Moore, parce que Jason Moore, finalement, on vous a découvert en France il y a quelques années. C'était en 2015, au moment de la COP21, le sommet sur le climat. Et à l'époque, vous arriviez en défendant la notion de capitalocène comme une critique de la notion d'anthropocène. Donc moi, ce que je propose très très basiquement, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez amené cette notion de capitalocène et en quoi, à votre avis, elle est plus appropriée, plus adéquate que cette notion d'anthropocène. Je redis juste, anthropocène, vous savez, c'est ce terme qui s'est beaucoup diffusé et qui désigne le fait qu'on vit aujourd'hui un âge de l'histoire humaine où la puissance de destruction des humains par leur économie, par la mondialisation, par l'industrie, etc., est devenue, les armes, est devenue tellement forte que l'être humain est devenu, selon cette théorie, cette hypothèse, une puissance de modification profonde de la planète, d'où l'idée d'un âge de l'anthropos. Donc, Jason Moore, pourquoi le capitalocène? That's a hugely important question. C'est une question qui est cruciale, extrêmement importante. Il y a deux anthropocènes. Il y en a un qui est l'anthropocène géologique. C'est le domaine d'interprétation, de recherche des géologues, des scientifiques qui vont s'intéresser à des changements fondamentaux de la géologie de la Terre et qui vont tenter d'identifier des sortes de pics d'or, comme on les appelle, dans des couches stratigraphiques qui seront visibles pour des extraterrestres ou pour une autre forme de vie dans des millions d'années d'ici. Donc on sait qu'il y a 3 marqueurs pour le capitalisme, des résidus atomiques à partir de tests nucléaires, les plastiques et les os de poulet.
C'est la civilisation merveilleuse que nous créons, que nous laisserons. Il y a un deuxième anthropocène, mais c'est ce que j'appelle l'anthropocène populaire. Et cet anthropocène est un argument sur les origines de la crise planétaire aujourd'hui et un argument sur les agents, les forces, les moteurs de cette crise. Et cet anthropocène populaire dit que les origines de la crise planétaire commencent en Angleterre au XIXe siècle avec la machine à vapeur et les fabriques et les usines. Mais les origines de cet anthropocène, comme vous l'avez dit, c'est des origines humaines. Et donc dans cette version-là, il y a une version qui est que le changement climatique est anthropogénique, est créé par la femme. C'est pas faux. Eh bien, les changements climatiques sont dus au capitalisme et pas aux humains seulement. Le capitalisme est fait par les humains, mais le capitalisme est à l'origine de cela. Donc, le capitalisme, c'est deux protestations, entre guillemets. C'est d'abord, on refuse l'environnementalisme des riches, qui dit « ce sont les humains qui ont fait ça ». Et nous avons rencontré l'ennemi. L'ennemi, c'est nous. C'est faux. On sait qui a commis les crimes contre les humains et contre le reste de la nature. On sait qui profite de ces crimes. Le capitalocène fait aussi, et là je vais reprendre ce que disait le professeur Fraser, avec sa conception du capitalisme, qui dit que le capitalisme est un monde, est une domination mondiale d'accumulation du capital. Et les toiles de vie, les tissus de vie qui ne sont pas forcément, c'est pas des choses qui ne sont pas forcément produites par le capitalisme lui-même. Et donc le capitalocène, c'est une façon de protester contre cette vision réduite du capitalisme et refuse la réduction de la crise climatique à simplement les molécules des gaz à effet de serre. Et il insiste sur le fait que la crise climatique est une crise de l'apartheid du climat, du patriarcat du climat et de la division de classe du climat. Alors, donc on entend la très forte distinction entre anthropocène et capitalocène. Alors, vous ajoutez bien d'autres éléments à cette analyse, et notamment un des points que vous faites dans Capitalism in the Web of Life, c'est de dire finalement la nature, la notion de nature n'est pas simplement le contexte dans lequel le capitalisme est né. D'une certaine façon, la nature elle-même a été produite par le capitalisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous voulez dire par ça ? The epoch-making invention of Oui, en effet, le capitalisme a été inventé aussi pour définir la réalité en termes de civilisation et de nature. C'est fondamental, car au moment où on a créé une petite zone bourgeoise, blanche, européenne, mâle, on a dépossédé tous les autres, les femmes, les personnes racisées, les peuples autochtones, les Juifs, les peuples celtes, les Slaves, tous les autres ont été dépossédés de leur civilisation, dépossédés de leur humanité. Et donc, dès le début de la modernité, avec l'invasion du Nouveau Monde en 1492, qui marque l'émergence de siècles d'impérialisme et de crise climatique et de lutte des classes, eh bien, ce moment marque l'émergence de deux grandes idées qui sont en fait plus que des idées, la civilisation et la nature. Et dans ce schéma, la civilisation et la nature sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui la société et la nature, et c'est devenu pas uniquement un moyen d'interpréter le monde, mais en fait des piliers fondamentaux
de la géoculture capitaliste. Nancy, auparavant, parlait du fait que le genre était binaire et fondamental au fonctionnement du capitalisme et au travail non rémunéré, au travail social essentiel non rémunéré. Et on peut constater que l'émergence de ces concepts et en fait les pratiques de domination liées au colonialisme, à la race et au genre, tout ceci forme le début de cette modernité. Et si l'on se demande, et si l'on examine ce qui se passe après 1830, on se rend compte que ceci est lié à la consolidation de la division des classes planétaires par race et du patriarcat qui visait à recréer de nouvelles sociétés qui faisaient la différence entre société et sauvagerie. Et en fait, toutes les toiles de vie et toutes les toiles humaines de vie se sont transformées en possibilités de profit. Juste avant de me tourner vers Geneviève Azam, je voudrais juste réagir à quelque chose que vous venez de dire et qui me semble assez différent de ce qu'exposait Nancy Fraser juste avant, et qui concerne ce moment, justement, ce tournant 16e, 17e siècle, le moment où le capitalisme, en tant que système économique, de création de valeur prend place. Depuis le début de vos interventions, vous liez capitalisme, domination de genre, colonialisme. Est-ce que pour vous, ces processus sont intrinsèquement liés et donc sont systématiquement liés et pas simplement se produisent en même temps? Et je pense à ce que disait Nancy Fraser sur sa critique finalement de l'analyse qui pense ensemble patriarcat et capitalisme. Pour vous, c'est le même système? Oui, donc vous me posez une question sur la relation entre les deux. Je suis d'accord avec Nancy, ce ne sont pas des analogies et peut-être que Federici va trop loin, mais je voudrais dire toutefois que les mêmes discours, les mêmes logiques de lien entre pouvoir et civilisation qui visent à faire du profit se tissent autour de ces questions de genre, de race, de colonialisme et de cette ligne de vision entre société et sauvagerie. Et Federici a parlé de ce qui était devenu les sauvages de l'Europe. Et en fait, cela fait aussi écho à ce que Nancy a dit. À certains égards, on peut comprendre le capitalisme comme dans un contexte où l'une des conditions premières du développement du capitalisme, c'est des systèmes de reproduction sociale qui s'appuient sur un travail non rémunéré, sur une domination genrée, une domination légale qui permet l'accumulation par l'appropriation, l'appropriation du travail non rémunéré. En fait, cela inverse le schéma marxiste habituel qui considère toujours l'homme travailleur comme étant au centre, alors que je voudrais avancer que dans toutes ces aires du développement capitaliste, les systèmes ont fonctionné et l'accumulation a été possible en établissant des systèmes de travail non rémunérés qui ancraient la violence, la domination genrée, qui permettaient donc aussi par la suite de reproduire ce système-là. Est-ce que vous partagez cette idée que d'une certaine manière, la nature a été produite par le capitalisme ? Merci Jade, merci Jason. Je vais revenir sur l'Anthropocène parce que c'est totalement lié. Je vais essayer d'être très très rapide. Je partage totalement la critique de l'Anthropocène sur l'anthropos qui serait responsable du réchauffement climatique, l'anthropos en général. Donc là, je n'y reviens pas. Ensuite, j'ai des questions par rapport au capitalocène qui sont directement liées à cette idée de la nature, Bon, il est vrai, je crois que là, ce n'est pas à démontrer que ce que nous vivons aujourd'hui, pour moi, c'est pas une crise d'abord, et d'ailleurs le terme capitalocène tout de suite nous met sur un sentier d'explication par les crises. Je crois qu'on ne peut plus expliquer par les crises. On va en reparler sans doute, mais nous sommes devant des catastrophes. Le monde d'après la sortie de crise n'aura rien à voir avec le monde d'avant.
Il n'y a pas de dialectique qui s'imposerait. Et ça aussi, cela percute considérablement nos manières de penser, ou en tout cas ça doit, et nous sommes parfois un peu désemparés par rapport à cela. Donc, je suis d'accord sur le fait de caractériser le capitalisme comme le noyau destructeur de la vie aujourd'hui sur la Terre. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, manque dans le capitalocène et réduit finalement les choses. Réduit y compris la radicalité de ce que nous avons à vivre, de ce que nous vivons. On a dit l'Anthropocène, c'est l'âge de l'homme. C'est l'âge où les humains sont supposés pouvoir modifier la Terre, pouvoir totalement la contrôler, la géo-ingénierie, etc., modifier le vivant, les OGM, tout ce qu'on veut, recréer la nature. Mais ça, ce n'est pas la critique du capitalisme, c'est le discours capitaliste d'aujourd'hui. C'est le capitalisme qui se présente comme fabriquant la nature. C'est lui-même, ce n'est pas nous, discours critiques. C'est le discours dominant, c'est le capitalisme vert, ou l'économie verte, ou je ne sais quel, ou un Green New Deal vert, je ne sais pas, peu importe. Un Green New Deal. Donc, le discours dominant, c'est pas de problème, on va arriver à maîtriser la nature. C'est vraiment l'illusion de la maîtrise rationnelle du monde, aussi bien de la nature que des gens, que des personnes. Et pour moi, réduire la critique de l'Anthropocène au capitalocène, c'est faire l'impasse de tout ça. Parce que je pense que le problème du capitalisme aujourd'hui, c'est qu'il ne maîtrise pas la nature. Et qu'il ne la maîtrisera jamais. Parce qu'il y a une part qui est immaîtrisable. Il y a une part qui nous échappe, qui échappe aux humains, qui est non humaine, non pas au sens uniquement des animaux et des végétaux, qui est inhumaine, qui est en dehors de l'ordre de l'humain, que nous ne pouvons pas décider. Et dans les mouvements, par exemple, sur le climat, etc., on l'a entendu, on ne négocie pas avec la nature. C'est ça que cela veut dire. Ça veut dire qu'il y a une part non négociable, il y a une part qui nous échappe, et qui échappe au capitalisme, quelles que soient ses velléités de maîtrise. C'est ce que disait Polanyi, la nature, c'est une marchandise fictive. Alors cette fiction, elle a des effets réels, et elle détruit du coup. Mais elle est fictive, et il nous dit, si elle devenait complètement réelle, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de vie du tout, parce que la substance même de la société aurait disparu. C'est ce que dit Polanyi. Donc, je pose la question suivante. N'y a-t-il pas une part d'autonomie de la nature qui échappe au capitalisme, et qui, à mon sens, pour moi, c'est un peu la bonne nouvelle aussi, parce que c'est là aussi que dans cette échappée possible que nous pouvons nous loger. Quand nous disons « nous sommes la nature qui se défend », bon, nous rompons avec le dualisme, je sais que vous y tenez beaucoup, Jason Moore, nous rompons avec le dualisme. Mais c'est autre chose. Nous sommes ingouvernables comme la nature est ingouvernable. Et tous les projets de contrôle, de domestication des humains, qui sont les projets capitalistes, effectivement, eh bien, il y a quelque chose qui échappe. Jason Moore. Yes, well, I think not only do I agree Oui, non seulement je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, enfin presque tout. En fait, c'est là le point de départ de cette réflexion sur le capitalisme, car le capitalisme ne pourra jamais remplacer le tissu de la vie. Et il y a ce projet que l'on appelle nature, et on part dans ce fantasme prométhéen qui viserait à dominer supposément la nature. Évidemment, c'est toujours une illusion. L'autre prémisse est que le capitalisme ne peut jamais pleinement devenir capitalisé ou marchandisé. C'est une prémisse aussi de la thèse du capitalocène. Le capitalisme est un système de nature pas chère parce que justement il gâche tellement et il est si violent vis-à-vis de la vie dans ces divisions sociales du travail. Le capitalisme est défini par le mouvement de frontières qui vise à faire en sorte que tout soit peu cher.
à savoir les 4 éléments qui coûtent pas cher, l'alimentation, le travail, les matières premières. Et c'est un système impérialiste dès le début, et toute ère de développement économique dans l'histoire du capitalisme s'est appuyée sur de nouvelles formes d'impérialisme, de nouvelles intentions de garantir une énergie, de l'alimentation, du travail et des matières premières pas chères. Je ne sais pas si j'ai tout à fait compris la question, mais est-ce que vous voulez dire que notre espoir se trouve en dehors du capitalisme? Eh bien non, car en fait, dialectiquement, eh bien, cela signifie que nous comprenons les tendances et les contre-tendances dans un processus historique divers. Donc, le pouvoir d'action révolutionnaire qui est compliqué par la crise climatique, et d'ailleurs j'espère que nous allons en parler un peu plus, mais la capacité d'agir, oui, se trouve dans le capitalisme, mais aussi en dehors. Le capitalisme dépend du communisme quotidien, de la vie quotidienne pour survivre. Donc, il ne peut jamais se rapprocher de la destruction de cela. Donc, la capacité d'agir, en fait, se développe dans cet antagonisme dialectique de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, vous parlez d'agency, de capacité à provoquer des changements révolutionnaires. Geneviève Azam, juste avant, a utilisé une autre notion, la notion de catastrophe. Et cette notion de catastrophe, et avec elle la notion d'effondrement, sont des notions qui ont gagné beaucoup de popularité en France depuis quelques années, et à la fois dans des cercles de recherche, plus ou moins académiques, mais peu importe, dans des cercles de recherche, mais également dans les milieux militants. Et notamment, c'était assez frappant d'observer que parmi les très jeunes, notamment les collégiens, les lycéens, les jeunes étudiants qui se sont mobilisés pour le climat par des manifestations en France depuis plusieurs mois, beaucoup mettaient en avant dans leurs discours, dans leurs slogans, sur leurs pancartes, cette notion d'effondrement. S'il y a des raisons de penser que nous connaissons aujourd'hui des formes d'effondrement du vivant, en tout cas d'extinction accélérée des espèces, c'est plus difficile de parler aujourd'hui d'un effondrement du capitalisme. Donc, est-ce que vous y voyez une contradiction ? Et comment expliquez-vous que l'on puisse vivre une situation aussi paradoxale autour de ces questions d'effondrement et de catastrophe ? Alors, 2 grandes idées. D'abord, la catastrophe. Reconnaissons d'abord que le capitalisme est et a été depuis sa création une catastrophe toujours en cours, une fin du monde toujours en train de se dérouler pour des centaines de millions de personnes. Il suffit de nous rappeler que la première crise climatique au XVIIe siècle était en fait pas vraiment causée, mais en tout cas a été liée au génocide dans le Nouveau Monde. L'effondrement, c'est différent. L'effondrement est lié souvent à une vision assez hobbesienne, un peu hollywoodienne, une destruction complète des normes sociales. Je parle de Hobbes, non pas pour montrer que je suis un érudit, mais parce qu'il écrivait à une période extrêmement terrible, une ère glaciaire au XVIIe, une petite ère glaciaire entre 1630 et 1660. Et de ce que nous avons appris d'une histoire marxiste des crises climatiques est que les changements significatifs liés au climat au cours des 2000 dernières années de l'Holocène, donc la phase la plus récente de l'Holocène, eh bien, les crises climatiques sévères ont lieu à des moments de troubles politiques pour les classes dominantes, en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc l'arrivée, par exemple lors du petit
de la petite ère glaciaire au 5e siècle. On a vu la destruction de l'Empire romain. Il y a eu de nouveaux régimes mis en place. Et les paysans à l'époque ont fait peur d'une créativité incroyable pour faire face à ces problèmes climatiques. 1000 ans plus tard, avec l'arrivée d'une autre période glaciaire, nous avons vu encore une fois la crise du féodalisme et cette petite ère glaciaire était liée à ceci. Mais le féodalisme n'a pas disparu à cause du climat, il a disparu grâce à la révolte des classes, les révoltes paysannes au XIVe et au XVe siècle. Donc, les changements climatiques significatifs sont aussi des moments de déstabilisation politique pour les 1% de l'époque. Les moments de crise climatique sont aussi des moments de possibilités politiques. Geneviève, Azam. Je reviens quand même sur la discussion précédente parce qu'elles sont liées. Oui, allez-y. Je ne peux pas partager complètement, personnellement, l'idée qu'il y a des négociations entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense qu'il y a une extériorité radicale de la nature, avec laquelle il ne peut pas y avoir d'agency, il ne peut pas y avoir de négociation. Parce que sinon, et c'est ce que je trouve réducteur dans le Capitalocène, on repart sur l'histoire des contradictions internes du capitalisme qui s'épuiseraient et qui conduiraient à des crises comme il y en a depuis l'histoire, depuis la naissance du capitalisme. Je pense qu'à penser ainsi, on aplatit ce qui se passe aujourd'hui, qui, je crois, est un changement d'époque. Nous sommes toujours dans le capitalisme. Mais cette extériorité radicale de la nature, la Terre répond aujourd'hui. Ce n'est pas simplement que nous l'exploitons, que nous extrayons les ressources, etc. C'est qu'elle tape fort. La question du climat, on ne peut pas le négocier, on ne négocie pas avec la molécule de carbone. Il y a des lois qui ne sont pas humaines, qui sont inhumaines ou ahumaines. Je ne parle pas dans les sociétés, ça c'est autre chose. Mais là, on est face à des lois qui sont ahumaines. Et donc, je pense que si on ne prend pas en compte cette extériorité radicale, on ne peut pas véritablement saisir ce qui se passe au niveau des effondrements et de ce qu'on appelle la catastrophe. Bien sûr que le capitalisme, depuis le départ, est une catastrophe. Mais le terme catastrophe veut dire autre chose. Le terme catastrophe signifie que ce qui suit n'est pas la même chose, légèrement modifié, que ce qu'il y avait avant. Ça nous projette dans un monde imprévisible. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est très largement imprévisible, qui n'obéit pas aux lois de l'histoire, etc., qui est très largement imprévisible. Et c'est ça peut-être qu'on signifie dans catastrophe. Et un mot sur effondrement. Bon, moi, j'ai mis du temps, mais je parle d'effondrement au pluriel. Non pas comme une scène d'Hollywood ou de je ne sais pas, ou le grand soir qu'on attend depuis très longtemps, le grand effondrement d'un soir ou les grandes scènes d'Hollywood qu'on regarde au cinéma calé dans son fauteuil, c'est pas ça. C'est un processus, un véritable processus qui est en cours, qui a commencé. Et là, c'est les enseignements du climat, de la catastrophe climatique qui sont très intéressantes parce qu'on se confronte à de l'irréversibilité. Voilà pourquoi la dialectique, la discussion dialectique exclut l'irréversibilité. Nous sommes devant des situations irréversibles. Sur la biodiversité, on ne recréera pas, le capitalisme aura beau raconter qu'ils peuvent recréer de la biodiversité, on ne recréera pas de la biodiversité. Ils ne sauveront pas la planète, bien entendu. On ne pourra pas extraire non plus le carbone qui est stocké depuis des centaines d'années dans l'atmosphère. Et donc, face à ça, face à ces questions d'irréversibilité, c'est là qu'on peut parler véritablement des effondrements. Et juste, je termine sur un point par rapport à ce que tu disais, qui me paraît très, très, très important. Et voilà pourquoi je parle d'effondrement de plus en plus. Parce que c'est au niveau de la prise de conscience.
Nous avons été très, je crois pour beaucoup, choqués par un dernier des rapports de l'ONU, je crois ou je ne sais plus, concernant la disparition de la biodiversité. PBES. Voilà, PBES, disparition des insectes. Là, c'est vraiment classique, c'est-à-dire, pendant très très longtemps, nous étions quand même l'espèce dominante, le sommet de l'échelle, et les insectes, c'était vraiment le dernier de nos soucis, ces petites bêtes qu'on pouvait à la limite uniquement soit exterminer, soit considérer comme nuisibles de toute façon, à moins qu'on la transforme en alimentation. Bien. Là, tout à coup, nous réalisons que cette extinction, elle est irréversible, en partie, en grande partie, même si on peut. Et surtout, nous réalisons notre dépendance vis-à-vis de choses que nous n'avons pas créées. Et là, pour l'émancipation, ça pose d'autres questions. Parce que l'émancipation au 19e, elle a été pensée comme l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. OK. Sauf que les travailleurs, ils sont dans un écosystème. Ils sont dans des milieux de vie, ce que vous appelez le réseau de la vie. Bon. Et que ça, nous avons aussi à le prendre en charge maintenant. Et nous réalisons cette dépendance. Donc, se posent les questions de l'émancipation. On s'émancipe de quoi ? Pendant très longtemps, le féminisme a posé comme émancipation l'émancipation par rapport à la nature. Le féminisme, un féminisme s'est inscrit totalement dans le dualisme que nous dénonçons. Bien. Donc voilà, ce sont ces questions-là que j'aimerais parler un petit peu avec vous. Jason Moore. Well, again, I Oui. think perhaps we are using Encore une fois, different language to je talk crois about que similar nous utilisons problems that peut-être happen. des termes différents pour parler des mêmes problèmes. Le point de départ de l'écologie monde a toujours été le fait que le capitalisme aujourd'hui utilise des valeurs négatives, des formes négatives pour le tissu de la vie et des valeurs qui sont contre ce que porte le féminisme pour les 99%, des mouvements écologistes et autres mouvements qui sont non linéaires. Si vous essayez de dire qu'il y a des évolutions géologiques, naturelles, irréversibles, oui, je suis tout à fait d'accord en fait. J'appuie pleinement ce que vous dites. Par contre, si vous essayez de dire que l'émancipation doit être l'émancipation de toute vie, eh bien oui, tout à fait. En fait, c'est ce que moi-même et d'autres dans le mouvement de l'écologie monde, nous défendons. En fait, je ne sais pas si c'est ce que vous essayez de dire, mais appuyer pleinement l'idée d'une extérioralité de la nature et replacer ceci dans une réflexion malthusienne. En fait, je vais vous le dire très concrètement, parce que là, on a parlé de manière assez abstraite. Les changements climatiques sont justement un cas d'activation de valeurs négatives. Cela est lié au fait de dépasser les limites internes du capitalisme. Et le génie de la dialectique et de l'ontologie, c'est de dire oui, simultanément, de manière asymétrique, inéquitable, il y a des mouvements dans différentes circonstances géographiques et temporelles. Et en fait, ce que nous examinons, c'est comment l'hégémonie culturelle ou la contre-hégémonie culturelle confronte le fait qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde plutôt que la fin du capitalisme. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que la crise climatique, c'est une limite au capitalisme. La crise climatique est absolument désastreuse pour le capitalisme. En fait, elle fait passer le tissu de la vie en une possibilité de profit, en un vecteur de maximisation des coûts. Tout devient plus cher, ce qui est mauvais pour le capitalisme, puisque c'est un système qui s'appuie sur ce qui est à bas coût, ou peu cher. Et donc, ce n'est pas forcément une limite à une vision communiste, anarchiste, socialiste de la civilisation, qui organiserait d'autres relations avec le tissu de la vie. Et penserait autrement les instabilités Il me semble écologiques. que dans ce que dit Geneviève Aza, mais qui est porté aussi par d'autres personnes, il y a peut-être l'idée que en situation de changement climatique et d'extinction des espèces, la question de la résistance au système de domination ne peut plus se nommer uniquement en termes d'émancipation,
en termes d'émancipation. Il y a bien sûr le besoin d'émancipation, mais que ce n'est pas uniquement une question d'émancipation de systèmes de domination et de pouvoir, mais aussi un enjeu de rapport sensible au monde. Que c'est aussi une histoire de comment est-ce que, en tant que communauté humaine, on se relie aux non-humains. On se relie à des formes de vie qui sont en dehors de nos systèmes économiques et politiques. Et c'est sans doute une des choses qui s'est jouée dans un mouvement en France qui, je pense, est très important, qui est le mouvement de l'occupation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est une terre agricole, paysanne, naturelle, qui a été occupée pendant 10 ans par des militants contre un projet d'aéroport. Donc contre l'aéroport et son monde, donc bien sûr contre le capitalisme, contre la violence de l'État, contre les violences policières, mais aussi dans l'idée de refabriquer des formes de sensibilité à autre chose. Et que peut-être c'est le temps aussi de ne plus uniquement penser en termes de système et de système de pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose des interrogations qui vous traversent, ou est-ce que non, ça vous paraît loin de votre recherche théorique ? Eh bien, le pouvoir capitaliste s'appuie toujours sur un construit de la civilisation réifié et de la nature. Et en fait, même toujours remettre ça en question est positif. Mais en 1968, il y a eu des mouvements dans les pays les plus riches, et des mouvements, notamment des mouvements écologiques et des imaginaires aussi néolibéraux, avant le fait que l'on parle de l'anthropocène, de la durabilité. Et il y avait aussi la conférence de Stockholm, d'ailleurs appuyée par les États-Unis, qui insistait sur le fait qu'il ne fallait pas mentionner la guerre du Vietnam. Nous devons, je crois, prendre très au sérieux cette ontologie, ce lien, cette connectivité avec la nature, non pas qui est abstraite, mais avec cette toile de la vie qui comprend aussi la culture, le care et des systèmes justes de reproduction sociale, sans réifier les différences entre civilisation et nature. Je tiens à ce propos car dans le contexte américain et même dans un contexte mondial depuis les années 80, chaque effort pour sauver la nature a consisté à s'approprier et à déposséder un certain nombre de personnes. C'était le cas historiquement aux États-Unis avec les peuples autochtones, et donc il faut faire bien attention de ne pas réifier une nature abstraite, car c'est un problème politique qui a permis de soutenir ces crises climatiques catastrophiques. Geneviève, Azam, c'est intéressant d'entendre Jason Moore dire cela, parce que on se trouve aujourd'hui début juin 2019, après des mois de mouvement des Gilets jaunes, et que les Gilets jaunes, dans toute leur diversité, peut-être une des choses parce que c'était quand même beaucoup des femmes, les Gilets jaunes, beaucoup de militantes femmes, une des choses que elles et ils ont dit, ou en tout cas, voilà, avec des formulations différentes, mais ça rejoignait cette idée de réconcilier le souci de la fin du monde, essayer d'éviter la fin du monde, et le souci de boucler les fins de mois. Donc, c'est-à-dire de ne pas séparer, de ne pas choisir entre urgence sociale et urgence climatique, entre pouvoir être payé un salaire décent pour son travail sans être obligé de saccager l'atmosphère avec des déplacements incessants en voiture thermique. Qu'est-ce que vous tirez, vous, comme enseignement ou comme question non résolue de ces mois de mouvement des Gilets jaunes ? Bon, je vais essayer en quelques mots. Je pense que, alors je suis d'accord sur la participation des femmes, très importante. Beaucoup de femmes seules, pas obligatoirement salariées. C'est pas le prolétariat classique. Beaucoup de femmes seules, non salariées, infirmières privées, etc.
Bon, mais pas que des femmes, bien sûr. Alors, moi, ce mouvement, je pense... Bon, j'y ai repensé pour cet échange. Peut-être que c'est un des premiers mouvements, je parlerai après du mouvement climat, caractéristique pour moi de cet effondrement dont nous parlions, de ces effondrements dont nous parlions. Pourquoi ? Parce que ce mouvement a mis vraiment en évidence... Alors, pour moi, il est immédiatement écologique et social. Immédiatement. Il ne s'agit pas de recoller les morceaux. Ou alors, on fait de l'écologie quelque chose de complètement abstrait. Quand on réagit par rapport à des questions de transport, de mobilité, de pétrole, d'essence, on pose en même temps la question écologique et la question sociale. Et après, ce n'est pas la peine de recoller les morceaux. Mais ce qui était intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça a mis vraiment à la face de tout le monde ce que j'appelais tout à l'heure la dépendance. Ça nous a mis en face le fait que nous sommes totalement dépendants d'un système fondé sur la voiture individuelle et sur le pétrole. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, pour moi, c'est un mouvement politique, en fait, qui m'intéresse dans les Gilets jaunes, plus que les revendications classiques qu'on a pu voir. Parce qu'ils n'ont pas cherché à négocier. On peut y voir peut-être, inconsciemment ou consciemment, le fait que ce n'est pas tellement négociable, le système. On ne va pas le négocier, la fin du système, autour d'une table, où ça viendra après en tout cas quelque chose qui se passe. Parce que ce problème de la dépendance est lié à l'urbanisme, est lié à un type d'industrie, c'est lié à l'organisation du travail. Bon, bref, c'est tout le système qui est résumé dans le litre d'essence dont les taxes augmentent. Donc ça a montré ça. Et ça, c'est vraiment cette question écologique et sociale en même temps. Deuxième chose, c'est l'expérience, je dirais, des attachements. Le fait qu'ils aient eu l'idée quand même assez géniale d'occuper les ronds-points, c'est-à-dire les non-lieux du capitalisme. Ce ne sont pas des lieux, c'est fait pour circuler, c'est pas fait pour habiter, c'est pas fait pour s'y réunir, c'est fait pour aller consommer, c'est tout, ou pour aller travailler. Donc ce sont des non-lieux qui sont devenus des lieux, qui sont des non-lieux de désastre, ces ronds-points, qui sont devenus des lieux, et on a vu des constructions qui sont peut-être les constructions de l'après aussi, assez précaires quand même, à base de matériel récupéré un petit peu partout, et ce sont des vrais villages qui, dans certains ronds-points, ont poussé. Ça aussi, pour moi, c'est un signe d'une époque. C'est le signe d'une époque dont ont été, me semble-t-il, aussi porteurs les Gilets jaunes. Et enfin, je termine sur la justice, bien sûr, puisque ça, c'était vraiment structurant, cette idée de justice. Et c'était la question de la justice, pas justice écologique ou justice sociale, c'est la question de la justice dans toutes ses dimensions. Politique, écologique et sociale. Je crois aussi que c'est de notre responsabilité de ne pas remettre de la division là où il n'y en a pas au départ. Ce n'est pas parce que les Gilets jaunes pouvaient ne pas avoir une réflexion, au départ en tout cas, sur le système de la voiture, etc., que leur lutte n'était pas écologique. C'est pas. Donc là, je pense que ça a été, en tout cas pour beaucoup, je crois vraiment éducateur. Et dernier point, je pense la présence des femmes, mais j'y reviendrai peut-être sur l'écoféminisme. Je voudrais dire. Faites-le maintenant peut-être. Je le fais maintenant. Malheureusement, le temps passe. Aïe. Sur les Gilets jaunes, quand même encore un point. Ils ont quand même revendiqué l'autonomie aussi. C'est-à-dire, c'était pas un mouvement économique. Ils ont revendiqué l'autonomie politique, refus de la délégation, refus de, etc., des formes de démocratie, d'autres formes de démocratie. Donc, ils ont posé la question politique. La justice, pas en termes uniquement sociaux, en termes politiques. La justice est une notion politique. C'est pas uniquement égaliser le SMIC ou etc. C'est une question politique. Alors sur les gilets jaunes et l'écoféminisme, moi j'ai pas mal discuté avec des femmes gilets jaunes dans les manifestations ou sur les ronds-points. Bien. Ce qui s'est passé, c'était beaucoup de femmes qui étaient infirmières, assistantes sociales, beaucoup de femmes seules qui travaillaient dans ce qu'on appelle, ce que le capitalisme appelle les fonctions de reproduction. Moi je déteste ce terme. Et je ne me l'approprie absolument pas.
Et ce qui apparaît, mais bon, ça a apparu là, mais ça apparaît aussi dans beaucoup de luttes, en Inde, en Amérique latine, aux États-Unis, en Angleterre, c'est un renversement de valeurs. Pendant le capitalisme nous dit ce sont des fonctions dominées, donc on aimait les femmes, les femmes et les dominées, c'est des fonctions dévalorisées. Et nombre de femmes qui se disent écoféministes renversent le discours en disant nous, on ne veut plus que soit dominant l'ordre de la production. Le capitalisme, c'est l'ordre de la production. Ça, ce n'est plus possible. Pour des raisons, l'accumulation infinie des forces productives, etc. Au contraire, ce qui peut permettre un après, un futur, c'est quoi? C'est le soin, c'est l'éducation, c'est l'attention, c'est la réparation. Autant de fonctions qui étaient considérées comme les fonctions reproductives et qui pourraient bien devenir justement les fonctions centrales du monde d'après dont nous avons besoin. Ce monde d'après ne serait pas un monde de production, un monde productiviste avec la production comme étant les valeurs dominantes et les valeurs phares premières et la reproduction, les valeurs secondes. Non, c'est l'inversion. Et donc, nombre d'écoféministes, plutôt que de dire « Oh, on est dominé, etc. » par la reproduction. Non. Nous, on dit qu'on est particulièrement bonne dans tout ce qui est du domaine du soin, de l'éducation, etc., parce qu'on a une expérience là-dedans. Ce n'est pas du tout lié à une essence féminine, mais on y a une expérience et on voit beaucoup de femmes dans ces mouvements-là. Et ce que nous portons cela non pas comme quelque chose de dominé, mais quelque chose qui doit remplacer l'ordre productif, au contraire. Alors, Jason Moore, je ne sais pas quelle a été votre possibilité de suivre ce mouvement des Gilets jaunes français. Donc, je vous laisse au choix, soit un commentaire ou des réflexions sur ce mouvement français des Gilets jaunes, soit un autre exemple de mouvement que vous connaissez qui associe, qui allie revendications sociales et écologiques au sens où Geneviève vient de le définir. Alors, je pourrais suggérer que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de lutte autour des questions de reproduction, y compris les transports, les retraites, les conditions de vie des femmes qui travaillent. Et comme vous l'avez dit, qui travaillent aussi dans ces activités qu'on qualifie de l'ordre de la reproduction sociale. Et parlons de ce que nous voyons dans les sociétés très capitalisées, mais aussi capitalisées, mais surtout lorsqu'elles le sont beaucoup. Je voudrais revenir sur le travail de James O'Connor, un économiste marxiste qui avait vu très tôt que le capitalisme avançait, mais maintenant le capitalisme dans son ensemble rapproche de plus en plus les tensions, les antagonismes entre les conditions de l'accumulation du capital et les conditions de vie. Ce que nous constatons en cette ère de crise climatique, d'austérité néolibérale dans les Nords, pas uniquement dans les anciennes zones coloniales, mais dans d'autres pays riches également, c'est ce mélange de contradictions explosives, les contradictions entre les conditions de vie et le fait de faire du profit. Nous parlons de crise capitaliste. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela signifie au moins deux choses. Une stagnation à long terme de la productivité du travail, car depuis les années 70, il y a aussi c'est le cas, et une stagnation de la production agricole depuis les années 90. Il y a aussi une hyper-financiarisation du capitalisme qui est de plus en plus prédatrice, qui s'appuie de plus en plus sur le fait de prendre d'abord et de faire ensuite. Donc c'est un capitalisme très différent dans une ère de crise climatique. Et je crois que ce que fait la crise du climat, c'est, dans une synthèse peut-être de Nancy Fraser et de James O'Connor, une crise de la politique et de la justice de la reproduction dans
dans le meilleur sens des termes, c'est-à-dire que non pas uniquement le féminisme pour le 99%, mais aussi cela implique une subjectivité et une politique de la crise climatique qui s'appuierait par exemple sur le fait de repenser les villes et les réseaux de transport en tenant compte du collectif, la démarchandisation des infrastructures de transport, du logement, de l'éducation, des soins, des systèmes de santé. Et où est-ce que nous voyons la lutte? Là où il y a lutte des classes aujourd'hui, c'est mené par des femmes, par des infirmières et par des enseignantes, comme c'est le cas aux États-Unis, qui ont les syndicats les plus développés aujourd'hui et les plus militants. Donc, dans une vision, si vous voulez, de l'écologie monde, de la justice, de la reproduction, nous pouvons créer une politique révolutionnaire pour rassembler toutes ces sphères de justice pour les femmes, pour les personnes racisées, pour la vie sur la planète, les rassembler autour d'un nouveau projet de classe pour transcender le capitalisme. Bon, on arrive au terme de ce moment de discussion, mais la première question qui nous a été formulée aborde en effet un sujet qu'on n'a pas du tout discuté, qui est la question en gros de la société sans État ou de la société contre l'État. La question se formule ainsi. Le problème ne serait-il pas un problème de domination ou d'assujettissement des humains, des femmes et de la nature en général ? Élisée Reclus, donc le géographe anarchiste, et Pierre Kropotkin l'ont déjà remarqué à la fin du XIXe siècle. L'anarchisme vert ne serait-il pas une solution ? Well, let me say that Je voudrais dire que, alors que la crise climatique se développe, nous voyons déjà la résurgence de la pensée de Kropotkin ou d'un communisme quotidien. On le voit dans des zones dévastées, par exemple comme à Porto Rico, qui ne s'est toujours pas remis de l'ouragan Maria il y a plus d'1 an et demi. Cela étant dit, je voudrais dire quelle est la stratégie de l'anarchisme vert pour rebâtir toutes les villes qui sont en bord de mer, ou la stratégie pour coordonner les systèmes alimentaires pour des millions de personnes. Comment est-ce que nous rebâtissons le réseau électrique? Comment est-ce que nous rebâtirons les hôpitaux? Comment procéder? Je crois que, comme c'est le cas pour toute crise, nous devons nous inspirer de tout, y compris l'anarchisme. Le marxisme révolutionnaire est une autre source également, et je crois que nous devons dépasser l'anticommunisme qui existe dans le mouvement environnemental pour examiner vraiment les expériences des États socialistes, sans bien sûr romancer ce qui a existé. Nous devons comprendre qu'il s'agissait d'expériences de pays très pauvres qui ont été complètement dévastés par la guerre, mais néanmoins, il y a eu des réorganisations qui ont permis d'améliorer les conditions de vie et le bien-être d'une vaste majorité de personnes. Et lorsque l'on dit oui, les soviets ont décrit l'environnement comme tout pays capitaliste, alors d'abord c'est faux, et ensuite tuer des nazis était un excellent moyen pour permettre la durabilité environnementale. Geneviève, je complète la première question par une deuxième qui est proche, alors qui est formulée en anglais. Je traduis rapidement. Un des piliers du capitalisme étant la propriété privée, est-ce que l'État devrait intervenir pour redistribuer les ressources? Et question basée sur le concept des peuples autochtones de partage des terres. Bon, je reviens sur l'État quand même, parce que c'est lié. Bon, ces questions de la propriété, bon, je ne dévoile rien. Beaucoup de choses aujourd'hui sont pensées en termes de commun, de retrouver les communs. Bon, en France, nous avons une tradition très ancienne, bon, avec la commune, qui était aussi une expérience révolutionnaire. La commune, c'est la base des communs, une forme de communisme, mais local, municipal, je dirais. Qu'il y a aussi d'ailleurs dans la tradition anglo-saxonne. Je pense aux travaux de Murray Bookchin, par exemple, qui sont beaucoup retraduits en France, qui étaient ignorés et qui sont traduits parce qu'ils s'accordent avec les luttes qu'il y a aujourd'hui de ce qu'on appelle des reprises de territoire. Les États sont le problème aujourd'hui, dans leur refus absolu parce que dominés par les lobbies. Donc il nous incombe de recréer le politique.
comment nous recréons du politique par le commun, par les communes, par la reprise de territoire. Mais je pense que l'État est le problème, c'est vrai. Et ça a été, c'est vrai, pensé à d'autres époques. Bon, Élisée Reclus, c'était la fin du 19e siècle. Il y a eu beaucoup de géographes, justement, qui étaient inspirés par les idées libertaires parce que, précisément, ils ont toujours, en tout cas la tradition d'Élisée Reclus, c'était de ne pas séparer les sociétés du sol sur lequel elles habitent, de la terre. Et ça a été tout un apport de la géographie libertaire. Alors qu'il y a eu toute une tradition aussi d'émancipation, plus dans la tradition marxiste, qui au contraire a valorisé l'arrachement. Et une tradition libertaire qui a valorisé l'attachement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je crois que tous ces écrits ressortent, Kropotkin, etc. Merci beaucoup Geneviève. Juste un commentaire critique. Donc voilà, on est là aussi pour recevoir les critiques. Pourquoi parlez-vous des gilets jaunes au passé ? Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Le mouvement existe toujours, on va le prouver. Aou, aou, aou. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jason Moore.